Euh, et ben donc on va passer au dernier intervenant de l'après-midi qui est Stéphane Brochot et qui va nous expliquer comment on passe un peu de la modélisation des opérations unitaires à carrément l'usine de traitement. Pendant que Stéphane met en place sa présentation, je vais juste donc le présenter brièvement. Après un début de carrière au BRGM, il est depuis 2004 le responsable scientifique et technique de Caspeo, qui développe ce logiciel de simulation. Il est en charge des activités de recherche et de développement de la société il poursuit ses recherches en modélisation et simulation des procédés de traitement des minerais, en échantillonnage, en réconciliation des données et en bilan métallurgique, pour lequel il est l'un des inventeurs de la solution Inventeo. Par ailleurs, il a une expertise en échantillonnage mise au service de plusieurs compagnies minières et autres industries gérant des échantillons de solides. Et enfin, il est membre de la CIM, dont on a déjà parlé, il me semble, tout à l'heure, pour laquelle il préside le groupe Minéralurgie et Métallurgie Extractive. Voilà, Stéphane, est-ce que vous pouvez partager la présentation? Parfait. Voilà. On va vous écouter comme les autres pour votre présentation. Merci. Donc, merci. Vous m'entendez? C'est bon? Parfait. D'accord. Eh bien, donc, à mon tour de remercier les organisateurs pour cette invitation. On va voir que je vais reprendre un petit peu ces différentes échelles qu'on a pu voir là et puis voir comment on aboutit après à la modélisation d'une usine complète et tout ça dans un objectif de conception et d'optimisation d'usine, en fait. Voilà. Alors, Voilà, donc je vais déjà rappeler les différentes échelles hein, assez rapidement, on a vu des illustrations jusqu'à maintenant, et les différents outils que l'on utilise, et puis voir un peu surtout l'apport de la simulation que l'on va avoir dans une étude de faisabilité. Alors après, donc, la modélisation et la simulation des usines hydrométallurgiques, hein, on va se focaliser puisque c'est l'objectif de ce webinaire. Et puis, on verra au moins un exemple, je ne sais pas si on aura le temps de voir le deuxième, enfin, un exemple sur le recyclage de déchets électroniques où on reparlera un petit peu justement de l'exhibition des déchets électroniques et aussi de biolixiviation, mais pas des déchets électroniques dans ce cas-là. Voilà, donc si on reprend un peu la définition donc, de l'hydrométallurgie, hein, on peut dire que c'est tout procédé d'extraction et de purification de métaux, euh, passant par un moment ou un autre à une solution aqueuse, hein, tout le nom hydro, bien sûr. Donc en fait, l'idée, c'est de partir d'une matière première qui est soit naturels, donc essentiellement des minerais solides, hein, donc d'une phase solide sous forme de minerais. Bon, on a aussi le cas, par exemple, des saumures, hein, auxquelles on peut récupérer aussi des métaux. Mais ça peut être aussi une matière première d'origine anthropique, hein, donc des déchets. On a parlé tout à l'heure des déchets électroniques hein, ou du recyclage, hein, donc des matériaux qui proviennent du recyclage. Donc là aussi, c'est le plus souvent, ce sont aussi des matériaux solides. Et puis à la fin, on va avoir un produit qui est soit un métal, soit un sel, et généralement, ce sont aussi des solides. Et entre deux, dans tout le processus, on va avoir des différentes phases qui vont intervenir, hein. Donc, on n'aura pas que de la phase solide, hein. On part du solide, on arrive au solide, mais on va passer essentiellement par des solutions aqueuses, des solutions liquides aqueuses, des phases organiques, hein, dans le cas de l'extraction par solvant, par exemple. On va aussi avoir d'autres phases solides comme des absorbants, des adsorbants, des précipités. Bon, on en a parlé tout à l'heure, des précipités, mais aussi des anodes, des cathodes qui vont intervenir. On a des gaz aussi. Bon, on a parlé de l'oxygénation, du CO2 qui peut intervenir en biolix. On utilise souvent des gaz pour justement modifier les conditions électrochimiques des solutions. Et puis, bien sûr, on peut aussi avoir de la matière organique, hein. On a parlé des bactéries, mais aussi on peut imaginer, enfin, on parle aussi de captation par des plantes, donc par de la phytoremédiation, par exemple. Voilà. Donc, on va se retrouver avec un grand nombre de phases. Bon, on a pu voir jusqu'à maintenant, dans ce qui a été présenté, qu'on avait bien ces différentes phases, hein.
bon, on verra que quand on veut faire de la simulation d'usine, ben, il va falloir gérer un peu toutes ces phases-là, puisqu'on va avoir plusieurs opérations. Alors en fait, ce qui tourne autour de l'hydrométallurgie, c'est essentiellement des réactions chimiques et il va falloir se mettre dans des conditions les plus favorables possibles pour réaliser ces réactions chimiques. Alors ces réactions chimiques peuvent intervenir à l'intérieur d'une même phase, hein. On peut avoir des réactions en phase aqueuse, par exemple, uniquement en phase aqueuse, mais généralement, on va avoir des réactions entre phases. Donc on a parlé de lixiviation, donc le passage du solide au liquide, de précipitation, donc l'inverse, le passage de liquide au solide. L'extraction par solvant, là, donc c'est un passage une réaction entre deux liquides, hein, avec un passage d'ion d'une phase à l'autre. On a aussi de l'adsorption, hein, donc là c'est absorption d'éléments qui sont en phase liquide sur une phase solide. Donc, on a tous ces échanges-là. Et puis, bah, à chaque fois qu'on a ces réactions, on a des cinétiques de réaction, donc on a vu ici, et puis aussi des équilibres chimiques, hein. Donc, bah, il est bien évident que lorsque les cinétiques de réaction sont plutôt lentes, eh bien, elles vont dominer un peu les performances des différentes opérations, alors que lorsque les cinétiques sont plutôt rapides, on va se retrouver dans des états d'équilibre chimique. Alors, une fois qu'on a défini ces réactions, bah, bien sûr, il faut mettre en contact les phases. Donc, cette mise en contact des phases, bon, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, hein, puisque avec cette notion d'homogénéité, etc., c'est aussi un moyen de mettre en contact les phases dans les meilleures conditions, hein. Donc, ça, c'est aussi un problème donc, va se retrouver surtout à grande échelle. À plus faible échelle, on a vu tout à l'heure avec les réacteurs à petite échelle, on arrive à avoir une assez bonne homogénéité, alors qu'à grande échelle, eh bien, on a des problèmes d'hétérogénéité. Et puis ensuite, ben, il va falloir les séparer, ces phases aussi, puisque justement, l'objectif, ça va être de pouvoir récupérer une phase par rapport à une autre et de pouvoir les séparer, donc avec toutes les étapes de séparation solide-liquide dont on a pu parler aussi tout à l'heure. Et puis bien sûr, lorsqu'on va vouloir faire la simulation d'une usine, ben, il va falloir enchaîner différentes opérations unitaires avec différents objectifs pour chacune pour passer ben, de la matière première au produit fini. Voilà un peu la problématique que l'on a pour simuler une usine hydrométallurgique. Alors, si on revient un peu sur les différentes échelles de modélisation que l'on a vues, hein, jusqu'à maintenant, donc on a parlé donc on peut travailler à l'échelle des atomes, hein, donc ce sont toutes les réactions chimiques avec leur cinétique. On a parlé de diffusion aussi à cette échelle-là. À l'échelle microscopique, on va parler plutôt des interfaces entre phases avec les films de diffusion, et puis les surfaces. On peut aussi imaginer le mouvement des particules, soit des particules solides ou alors des gouttelettes dans le cas d'une émulsion, ou alors les bulles, hein, comme on a vu. Et puis, on a vu qu'en fait, on a des problèmes de cisaillement qui peuvent arriver. Donc, on est vraiment à l'échelle microscopique dans ce cas-là. Et puis, quand on travaille à l'échelle du réacteur, et bien là, c'est plutôt bah, toute la mécanique des fluides, hein, et généralement multiphase, hein, donc avec des pulpes, des émulsions, de l'aération. Et puis des échanges de matière et d'énergie aussi avec l'extérieur, hein, puisque, bon, on n'a pas forcément beaucoup parlé dans les présentations précédentes, mais il y a des échanges de matière, c'est-à-dire il y a des alimentations qui se font généralement en continu, avec comment dire, des débordements qui se font aussi en continu. Et puis on a des échanges aussi thermiques qui se font avec l'extérieur. Et puis, bien sûr, à l'échelle de l'usine, eh bien, il va falloir enchaîner ces différentes opérations, ces différents réacteurs, et bien sûr, regarder plutôt là le bilan matière, le bilan énergie, et puis tous les problèmes de recirculation, parce que généralement, une usine hydrométallurgique, c'est fait de plein de recirculation, c'est-à-dire qu'on n'a pas un fluide qui suit, ou alors une matière qui part du début jusqu'à la fin, il y a plein de recirculation, et il faut bien sûr gérer toutes ces recirculations et pouvoir les modéliser et les simuler. Alors pour ça, bah, bien sûr, à ces différentes échelles, on a différents outils.
Donc, à l'échelle des atomes, ça va être plutôt les modèles thermodynamiques, les modèles cinétiques, hein, qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. À l'échelle microscopique, c'est pareil, on va plutôt développer des modèles phénoménologiques, bon, par exemple des films de diffusion, on va pouvoir faire des petits modèles là-dessus. On peut aussi utiliser eh bien, comment dire, la simulation numérique des écoulements, hein, comme on l'a vu, la CFD, hein. On peut aussi regarder les mouvements des particules avec des éléments discrets, la modélisation en éléments discrets. Ça peut se faire aussi à l'échelle du réacteur, donc cette CFD et cette DEM, hein. Et puis, on peut aller plus loin, donc on en a un peu parlé, donc des couplages de ces modèles-là avec les modèles à la fois à l'échelle microscopique et les modèles thermodynamiques, hein, pour pouvoir avoir des modèles assez complexes. Voilà. Alors, quand on est à l'échelle de l'usine, là, on va plutôt travailler en modélisation modulaire, c'est-à-dire on va considérer que chaque opération est un module et on va regarder les échanges de matière ou les échanges d'énergie qu'il va y avoir d'un module à l'autre. Et donc, on va enchaîner toutes ces opérations-là et voir comment on va pouvoir simuler l'ensemble de la chaîne de traitement. Alors, bien sûr, on a pour chacune de ces échelles, pour chacun de ces outils, on a des contraintes et des objectifs différents. Alors, par exemple, les modèles thermodynamiques, donc c'est généralement basé sur des bases de données, hein. Ça veut donc dire qu'il faut des données. Et parfois, ces données n'existent pas. Voilà. Donc, il faut les acquérir, ce qui n'est pas toujours simple. Et d'où on peut considérer que dans ce cas-là, l'objectif est essentiellement un objectif de recherche et on ne va pas forcément se lancer dans l'acquisition d'un grand nombre de données pour pouvoir simuler une opération unitaire, hein, alors qu'une approche un peu plus pragmatique plutôt pour le développement d'un procédé industriel, eh bien, on va plutôt passer par une approche plus empirique. D'où cet inconvénient, on va dire, c'est un peu une des contraintes des modèles thermodynamiques, c'est d'avoir des données. En ce qui concerne les modèles de CFD, donc de modèles de simulation numérique des écoulements et d'éléments discrets, donc pour le mouvement des particules, là, on a une description fine des mouvements de matière. Par contre, souvent, ce qui va être un peu un problème, ce sont les temps de calcul. En effet, on peut avoir des temps de calcul qui sont assez longs. Euh, donc, on va utiliser plutôt ça. L'objectif, ça va être plutôt pour optimiser une opération unitaire, vraiment en détail, ou alors pour la conception d'un équipement particulier, pour améliorer cet équipement pour qu'il soit le plus efficace possible. Voilà. Donc, on va surtout se focaliser sur une opération, bien sûr. Et puis, lorsqu'on travaille en couplage avec la chimie, par exemple, bon, bah là, c'est vraiment un objectif de recherche, hein, ou une optimisation très avancée, parce que bon, c'est pas toujours très simple à faire. Et bon, on en a, les intervenants précédents ont bien montré les difficultés. Voilà. Et puis, donc, pour ce qui est le modèle de procédé de traitement, donc de l'usine au complet, là, ben, puisqu'on n'a pas forcément des données et on n'a pas le temps d'avoir des temps de calcul prohibitifs, donc on va simplifier les choses. Et on va utiliser des modèles très simplifiés avec ben, cette contrainte qui est qu'on va avoir une limitation dans la prédictivité. C'est-à-dire qu'on va être limité à des plages de possibilités pour ces modèles-là. Et puis, donc, on ne va pas pouvoir aller très, très au-delà. Et puis, généralement, on n'a pas forcément toujours une bonne réponse. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt utiliser ces modèles-là pour faire de la conception, hein, de conception d'usine, donc conception préliminaire ou conception avancée. On peut les utiliser aussi pour faire de l'optimisation, mais là, du schéma de procédé complet. Il est bien évident, quand on veut optimiser une opération, on va plutôt se baser sur d'autres outils. Alors, par rapport aux différentes étapes de la conception, hein, quand on fait donc, ben, les premiers essais au laboratoire, on va plutôt travailler à l'échelle atomique et microscopique, hein. En effet, à petite échelle, eh bien, on a pu voir que les effets de transport et des échanges thermiques sont réduits, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des conditions qui sont assez homogènes. Et donc, du coup, on va pouvoir assez facilement acquérir des données pour justement prédire les équilibres, les cinétiques dans ce cas-là. Lorsqu'on travaille à l'échelle pilote pour une opération unitaire, donc on va être à l'échelle du réacteur. Et là, donc, les effets de transport de matière et les échanges thermiques donc, là, vont jouer un rôle plus prépondérant.
et vont donc intervenir beaucoup plus. Et là, il va être beaucoup plus difficile de pouvoir définir les différents paramètres à différentes échelles, puisque justement, on a plein de phénomènes qui apparaissent. Et donc, pour pouvoir savoir quel est le phénomène qui est le plus important, c'est pas toujours simple. On a vu des pistes hein, pour trouver ça, mais on a bien vu aussi les limitations dans ce cas-là. Et puis quand on est dans une usine pilote, hein, dans des essais en usine pilote, donc là on a un enchaînement d'opérations, hein, et bien sûr on a l'effet de l'enchaînement de ces opérations avec des recirculations qui vont aussi modifier les conditions, et on va se retrouver avec d'autres conditions et donc d'autres effets qui peuvent intervenir en plus. Donc, en gros, si on regarde un petit peu les différents modèles, hein, bah, si on prend un modèle thermodynamique complet, ce qu'on peut faire aussi, c'est à partir de ce modèle-là, c'est en faire un modèle thermodynamique plutôt simplifié, hein. Bon, en gros, c'est par exemple d'utiliser plutôt une isotherme d'extraction plutôt que d'utiliser le modèle thermodynamique complet, hein. C'est une approche un peu simplifiée et ce qui va permettre après de pouvoir être utilisé dans d'autres modèles, hein, sous forme de couplage, par exemple. Alors, couplage avec la CFD ou l'ADEME, hein, dans ces cas-là, on peut avoir ce genre de couplage aussi, mais aussi dans des modèles de simulation d'usine aussi. Donc, à partir aussi des modèles, bon, on a vu un peu là, précédemment l'exemple avec donc des modèles de CFD qui ensuite sont simplifiés par des modèles en compartiment. On peut, ou alors simplement en simple réacteur, mais ou en compartiment. Et donc, par cette simplification aussi, on peut arriver à des lois de comportement, à déterminer des lois de comportement qui sont simplifiées et qui pourront, elles, être utilisées dans des modèles simplifiés pour simuler l'ensemble de l'usine, ce qui va nous permettre de développer des modèles d'opération unitaire beaucoup plus simples, avec des paramètres, généralement moins de paramètres et des paramètres plus accessibles à l'expérience, surtout à l'expérience lorsqu'on est en phase d'un développement industriel, hein, où on n'a pas forcément une instrumentation très poussée. Et puis, ce qui va nous permettre d'aboutir à un modèle d'usine complet à partir de ces modèles d'opération unitaire. Voilà, donc ça, c'était pour voir un peu les différents outils aux différentes échelles. Et puis, bon, bah, maintenant, bah, je vais vous parler un petit peu plus de cette dernière échelle, donc qui est à l'échelle de l'usine pilote, hein. Voilà. Enfin, plutôt de l'usine hein, en général, hein, pilote ou complète ou à l'échelle industrielle. Alors, là, c'est un peu ce qu'on a observé dans les études qu'on a pu faire, hein, que ce soit donc des études de R&D dans des projets de R&D ou dans des études de conception ou d'optimisation d'usines existantes, hein, on a toujours à peu près la même approche, hein, c'est-à-dire que, par exemple, dans un projet de R&D, on va être souvent centré sur une opération innovante. Alors, une ou plusieurs, on verra un exemple après, l'exemple que je vous montrerai. En fait, il y avait trois ou quatre opérations un peu centrales, mais dont une un peu innovante. Et on va se focaliser là-dessus. Mais donc, on va plutôt faire de la modélisation avancée de cette opération-là, donc avec la thermodynamique, la CFD, le DM, pourquoi pas. Donc, on va pouvoir utiliser tous ces outils-là pour comprendre ce qui se passe hein, à ce niveau-là, pour cette opération-là, et puis l'optimiser. En revanche, lorsqu'il va s'agir de se dire, bah oui, mais à quoi ça va servir cette opération? C'est-à-dire, on va l'inclure dans un schéma de traitement complet. Eh bien, à ce moment-là, il va falloir faire un modèle complet du schéma de traitement. Et donc, cette opération va être mise au sein du procédé complet. Et dans ce cas-là, on va donc utiliser plutôt un modèle simplifié à la fois de cette opération et puis des opérations qui peuvent apparaître en amont ou en aval de cette opération. Et à partir de cette modélisation et de ces simulations, on va pouvoir générer des données qui vont servir à la fois aux études technico-économiques, mais aussi aux études telles que la CV, par exemple, donc l'analyse du cycle de vie. Voilà. Donc, qui ont souvent besoin de données qui ne se trouvent pas dans les bases de données et que la simulation va pouvoir donner. Alors, c'est vrai que là, on ne cherche pas forcément à avoir quelque chose de très précis. On va avoir un ordre d'idées pour pouvoir comparer différentes configurations et puis comparer avec l'existant, puisque généralement, si on développe une nouvelle opération, c'est vraiment bien pour améliorer l'existant. Donc, on peut faire ces comparaisons-là. Lorsque l'on est dans le cadre de la conception d'une usine, donc conception d'une usine industrielle dans ce cas-là,
Donc, on est plutôt centré sur l'enchaînement des différentes opérations qui sont capables de traiter la matière première pour obtenir le produit voulu. Donc là, on va faire une modélisation de l'usine et un dimensionnement des équipements, ce qui va permettre aussi de faire des études technico-économiques qui vont derrière, les ACV, et puis bien sûr toute l'ingénierie qui va suivre, voilà, puisqu'on va se baser sur les bilans matières, etc. Donc, si on regarde un peu ces études de faisabilité technico-économique, bon, bah, la faisabilité technique, bah, c'est déjà la mise au point d'une technologie clé. Voilà, donc généralement, c'est centré autour d'une technologie clé, puisque même si on travaille sur une usine industrielle, sur un nouveau gisement, par exemple, bah, il y aura toujours une spécificité de ce gisement qui va nécessiter une technologie un peu innovante ou une utilisation d'une technologie dans des conditions un peu différentes. Et puis, il va falloir mettre ça au sein d'un procédé complet. Et puis pour ce qui est de la faisabilité économique, eh bien, c'est bien sûr la conception et le dimensionnement du procédé complet, ce qui va permettre de faire une estimation des coûts d'investissement et des coûts opératoires, une estimation aussi des coûts d'approvisionnement en matières premières et une estimation des revenus des produits. Et donc, à partir de là, on peut faire une étude de marché pour déterminer la faisabilité économique du procédé. Là encore, on va souvent se baser sur la modélisation et la simulation de l'ensemble de l'usine pour pouvoir générer les données qu'on n'aura pas pu avoir au niveau des essais, des premiers essais ou des essais pilotes. Dans le cadre de la RSE, bien sûr, il faut aussi regarder bah, tout ce qui est impact environnemental. Donc ça, c'est vraiment les analyses de cycle de vie qui vont faire ça, avec une estimation et une réduction des rejets. Regarder un peu les consommations d'eau, les consommations d'énergie, et donc de trouver par modélisation et simulation comment on peut optimiser ça. Il y a aussi toute la partie acceptabilité sociale avec l'estimation et réduction des risques et des nuisances. Donc ça peut être aussi des données qui sont issues de ces simulations. Les estimations de l'impact économique et social aussi. Bon, bah ça, c'est plutôt l'étude économique qui va montrer ça. Et puis, comment on peut s'insérer dans le tissu économique local, c'est par exemple voir, ben, est-ce qu'on ne peut pas adapter le procédé pour pouvoir utiliser, par exemple, des réactifs qui sont produits localement ou alors utiliser des utilités qui sont produites par une industrie proche. Donc ça, ce sont des échanges qui peuvent se faire aussi et qui vont influer sur le procédé. Et donc là aussi, la modélisation et la simulation peut permettre de trouver des solutions. Voilà. Bon, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est respect de la réglementation, donc d'avoir une conception du procédé en accord avec cette réglementation. Voilà, donc je vais peut-être passer ça parce que le temps avance, donc j'en ai déjà plus ou moins parlé hein, de l'apport de la simulation donc pour la faisabilité technique. Hein. Donc pour le dimensionnement, bon, pour le dimensionnement des équipements, bah, la première chose qu'il faut faire, c'est un bilan matière complet et détaillé. Donc d'avoir tous les débits massiques et volumiques, les pourcents solides, les compositions chimiques, etc. Tout ça, c'est vraiment important pour pouvoir déterminer quelle va être la taille des équipements, le nombre d'équipements qu'on va utiliser. Et ça, bien sûr, il y a plein de possibilités et il va falloir trouver un compromis à la fois technique et économique pour choisir cette taille d'équipement. Donc, ces équipements doivent permettre donc, de traiter les quantités et qualités telles que données par le bilan matière et puis avec des performances techniquement et économiquement atteignables. On a vu que plus, par exemple, plus les réacteurs sont grands, bah, plus on a des difficultés d'avoir une homogénéité. Alors la question peut se poser, est-ce qu'il vaut mieux plusieurs réacteurs en parallèle, plusieurs petits réacteurs en parallèle ou un grand réacteur? Les questions se posent régulièrement, hein, que ce soit en hydrométallurgie ou dans d'autres domaines. Et puis bien sûr, il y a toute l'estimation des coûts d'investissement derrière qui vont en découler. Alors, l'apport de la simulation aussi pour l'estimation des coûts opératoires, hein, avec donc l'estimation des consommations en lien avec le bilan matière, hein, donc les réactifs, les solvants, les résines, les électrodes qu'on va utiliser, l'eau aussi, ça surtout, ça devient vraiment de plus en plus utilisé. Hein. Bon, si on prend l'exemple des mines de cuivre dans le désert d'Atacama au Chili, bon, ben, l'eau est vraiment, on essaye de minimiser au maximum l'utilisation de l'eau parce que là, c'est une source rare. Aussi l'estimation donc, des consommations en lien avec les équipements, donc tout ce qui est pièces d'usure, énergie, à la fois électrique, chaleur, etc., les différents types d'énergie. Et puis bien sûr, on va regarder ça pour l'estimation des revenus, alors aussi pour tout ce qui est quantité et qualité des produits, hein, qui va nous permettre de calculer les revenus. Et tout ça, c'est généralement fait à partir du bilan matière, hein,
qui est quand même la base de toute modélisation. Voilà, donc si on revient un peu, là, on a déjà vu ça un peu dans les présentations précédentes, hein, sur un procédé type complet en hydrométallurgie. Hein, on part donc généralement d'une préparation physique. Donc ça, c'est tout ce qui est en amont. Hein, donc on peut avoir du broyage, de la classification, pour mettre en condition avoir un matériau qui va être facilement lixiviable. Hein. Donc là, on va faire la mise en solution en lixiviation, suivie généralement d'une séparation solide-liquide pour avoir d'un côté des rejets solides qui sont généralement plutôt considérés comme des déchets, qu'il va falloir aussi traiter d'une manière ou d'une autre. Et puis une solution aqueuse qui va contenir les éléments de valeur, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'on va passer par des étapes de précipitation, soit pour précipiter des éléments de valeur, mais généralement c'est aussi pour éliminer des éléments qui n'ont pas de valeur. Hein. Par exemple, comme le fer, généralement, on va essayer de l'éliminer par précipitation assez tôt. Ensuite, donc, on se retrouve à avoir suivi d'une séparation solide-liquide aussi pour séparer le précipité des solutions qui vont contenir les éléments de valeur. Et puis, c'est les précipités qui peuvent être donc aussi considérés comme des déchets qu'il va falloir traiter. Et puis ensuite, on a donc l'étape d'extraction et de purification avec différentes technologies, que ce soit d'extraction par solvant, de l'adsorption sur charbon actif sur résine et plein d'autres opérations diverses et variées qui peuvent exister. Et généralement, là, on va produire eh bien, soit des solides, soit des liquides qui vont être, ça peut être aussi des solides, hein, qui vont pouvoir être raffinés par la suite, encore par des opérations d'hydrométallurgie, et avec des recirculations, on voit bien des recirculations de fluides, hein, puisque les performances ne sont jamais à 100%, et donc on a toujours des métaux résiduels dans les fluides, hein, en sortie, dans les solutions pauvres, qu'on recircule en espérant pouvoir les récupérer un peu plus tard. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie traitement des effluents qui est aussi important, puisque là aussi, on a pas mal d'opérations hydrométallurgiques. Donc, en conclusion, on a, dans modélisation hydrométallurgique, on a quand même des matériaux qui sont assez complexes, polymétalliques, des minéralisations qui sont diverses. On a des solutions avec des électriques forts qui sont en mélange. Donc, on a des modèles thermodynamiques, mais qui nécessitent beaucoup de paramètres, d'autant plus qu'il y a beaucoup de couples électrolytiques. Hein. Ensuite, bon, on a des bases de données qui sont souvent malheureusement incomplètes, hein, bon, même si elles sont de plus en plus complètes, mais enfin, il manque toujours quelque chose. Il y a des fois même, on n'a rien du tout. Et donc, ça, souvent, quand on veut faire une modélisation d'usine, ben, on va avoir une approche un peu plus empirique et on va utiliser des modèles simplifiés nécessitant peu de paramètres et qui sont généralement issus de tests au laboratoire ou en usine pilote. Et pour ça, donc, on va utiliser différents niveaux de modélisation. Donc, dans les outils que l'on développe, nous, on définit 4 niveaux de modélisation. Donc, le premier niveau qu'on appelle 0, donc c'est des modèles de performance. Donc, on reproduit juste les performances observées durant les tests. Voilà. Donc, ça n'a pas du tout de prédictivité, mais ça peut être très utile pour établir des bilans matière. On dit, voilà, on récupère tant, il y a tant qui passe en solution, il y a tant qui a été absorbé. Mais ça peut être parfois très utile pour faire un premier bilan matière tant qu'on n'a pas encore fait des études très poussées. On a aussi des modèles de dimensionnement. Donc là, on va relier les performances de l'opération unitaire avec la taille des équipements et les conditions opératoires. Donc, bah, ça va être des notions de temps de séjour, de nombre d'étages, etc. Généralement, on va utiliser des théories assez simplifiées qui nécessitent peu de paramètres. Donc, on a une prédictivité qui est assez limitée malgré tout, mais qui est limitée aux conditions qui sont proches de celles des tests, mais ça permet aussi de faire du bilan matière en même temps et donc de pouvoir dimensionner les équipements, c'est-à-dire trouver la meilleure taille des équipements pour atteindre les objectifs de performance voulus. Puis ensuite, on a des modèles un peu plus sophistiqués, donc qui sont des modèles plus d'optimisation. Donc ça, c'est les niveaux 3 et 4 dans notre classification. Pardon, les niveaux 2 et 3 dans notre classification. Ce sont donc de relier les performances à la fois à la taille des équipements, mais aussi aux conditions opératoires. Et là, on a des théories qui sont un peu plus abouties et qui nécessitent des paramètres, à la fois des paramètres qui proviennent de l'usine, mais aussi des paramètres qui proviennent de tests spécifiques. Donc, dans ce cas-là, on a une plus grande prédictivité qui va permettre de simuler au-delà du point de fonctionnement. Alors, généralement, on ne va pas très loin au-delà du point de fonctionnement, mais enfin, ça permet quand même d'essayer de faire des tests au-delà. On a aussi des performances qui sont plus détaillées avec prise en compte d'effets secondaires, hein. Donc, par exemple des contaminations, des accumulations dans des boucles de recirculation, etc. Et donc, ça va permettre plutôt de voir comment on peut optimiser l'ensemble du circuit
Et on va travailler généralement sur des usines existantes hein, dans ce cas-là. Voilà, donc on voit que depuis les premiers tests au laboratoire et l'usine, eh bien, on va avoir des différents types de modèles qui vont être utilisés. Et puis l'idée, c'est toujours d'utiliser donc un modèle à la fois pour simuler le test, donc au laboratoire, en pilote ou en usine, mais aussi pour reproduire, pour retrouver les mêmes conditions et aussi utiliser les données issues du test pour pouvoir alimenter le modèle. Et donc, on va passer d'une échelle à l'autre, donc du laboratoire au pilote et du pilote à l'usine, en utilisant ces modèles successifs et en essayant de voir comment justement on peut dimensionner, on peut passer à l'échelle supérieure et puis valider ce passage à l'échelle supérieure. Voilà, donc je vais vous montrer un exemple. Alors, c'est un exemple qui n'est pas tout jeune, qui date un peu. C'est une étude qui a été faite, donc c'est un projet européen donc, dans lequel faisait partie aussi le BRGM, dont on a parlé tout à l'heure, donc sur le recyclage de déchets électroniques, hein. Alors, l'idée dans ce projet-là, c'était quelque part de traiter deux déchets différents en même temps. Donc, un premier déchet qui est ce que sont les déchets électroniques et un deuxième que sont les rejets des exploitations de charbon. Voilà. Donc, il existe plein de stériles de charbon et qui sont plutôt des stériles qui peuvent contenir des sulfurés, hein, et donc qui génèrent du drainage mini-acide, donc potentiellement un problème pour l'environnement. Et donc, l'idée, ce serait de les retraiter pour justement réduire cet effet-là, tout en utilisant eh bien, l'effet de la production d'acide pour faire la lixiviation des déchets électroniques. Voilà. Donc, dans ce cas-là, ben, l'idée, c'était de... Donc, il y a eu des études qui ont été faites, qui sont tournées autour des opérations clés du projet, donc qui étaient, un, la pyrolyse des déchets électroniques, deux, la lixiviation donc, des chars issus de cette pyrolyse, hein. Trois, une biolixiviation des déchets de production de charbon. Et l'objectif étant de produire une solution acide pour pouvoir justement faire la lixiviation des chars de pyrolyse. Et puis, une purification et une concentration des solutions ainsi produites. Alors, bien sûr, il y avait des opérations en amont et en aval. Donc, en amont, il y avait des opérations de broyage et criblage, principalement pour les déchets de production de charbon. Et puis, mais aussi, il y a du déchiquetage pour les cartes électroniques, hein. Et puis, en aval, ben, c'était tout ce qui était séparation solide-liquide après lixiviation, hein, des deux types de lixiviation, filtration, et puis, bien sûr, purification des solutions pour obtenir les produits finis. Voilà. Voilà, donc nous, notre travail là-dedans, c'était surtout de construire un simulateur de l'ensemble du procédé CRS hein, pour analyser la sensibilité du schéma de traitement retenu donc, pour les éventuelles alternatives, hein, et utiliser les résultats de simulation pour estimer les performances techniques et puis l'évaluation économique et aussi environnementale du procédé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait différentes tâches dans ce projet pour atteindre tout ça. Voilà, donc ben, il y a une compilation des modèles développés donc, et des résultats obtenus dans un simulateur complet. Donc là, c'est l'outil qu'on utilise, donc c'est Usimpac, hein, que continue à développer et à commercialiser chez Caspeo. Donc, on s'est basé bien sûr sur les travaux expérimentaux qui avaient été réalisés à différentes échelles par les partenaires pour pouvoir caler les modèles. On a même amélioré certains modèles dans ce cadre-là. Il y a eu un modèle donc, avancé pour les réacteurs de bioexhibition donc, développé au cours du projet. Voilà. Donc là encore, on n'est pas du tout dans les modèles qu'on a vus précédemment, hein. Ce sont des modèles qui sont plutôt basés sur, en gros, hein, sur un compartiment, voilà, mélangeur parfaitement agité. Bon, même si on a pu jouer un peu là-dessus, puisqu'on a vu que ce n'était pas aussi parfaitement agité que ça. Voilà. Et puis, à partir de là, ben, on a pu définir donc, les quatre sections principales, hein. Donc, d'une part, la pyrolyse des déchets électroniques, la biolixiviation des déchets de charbon, la lixiviation des chars, et puis l'extraction par solvant et l'électrolyse pour la production de cuivre. Donc, alors, en effet, parce que bon, il n'y a pas que du cuivre, mais en fait, il s'est avéré que le cuivre, c'était encore ce qu'il y avait de plus rentable à récupérer dans ce cas-là. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a les quatre compartiments qui apparaissent sur le schéma de traitement ici, hein, avec les échanges ici. Alors là, on n'a pas forcément beaucoup de recirculation.
Mais enfin, on voit bien les deux premières lignes, donc la pyrolyse des déchets électroniques qui va fournir les chars et la biolixiviation des déchets de charbon qui va produire donc le biolixiviant qui va servir à ça et ensuite la purification. Bon, je vais passer très, très brièvement hein, sur le traitement des circuits imprimés. Donc là aussi, bon, on a la pyrolyse, mais on a ensuite encore des étapes derrière de lavage et de criblage parce on ne va en fait passer à la lixiviation que les inférieurs à 2 mm. Voilà. Les chars les plus grossiers eh bien, vont être sortis du circuit. Voilà. Et puis, donc c'est ce que je viens de dire. Voilà. Et puis, donc pour la biolixivation des déchets de production de charbon, eh bien, pareil, il y a donc une étape d'inoculation. Il y a une étape de broyage, une étape d'inoculation, puis ensuite deux bioréacteurs en série. Voilà. Et puis une séparation solide liquide par filtration qui suit. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc, on va mélanger ces deux choses-là pour pouvoir en faire une lixiviation avec deux réacteurs successifs, une séparation solide liquide par filtration. Et puis derrière, une précipitation aussi hein, pour éliminer donc, le fer sous forme de jarosite dans ce cas-là. Et donc, on se retrouve avec une solution qui va aller dans l'extraction par solvant suivie d'une électrolyse. Voilà. Bon, je passe assez vite parce que je vois que le temps avance. Donc, bah, les résultats de la simulation, ça a été d'avoir un bilan matière complet, de pouvoir faire et anciennement, donc à la fois en masse et volume, mais aussi sur le cuivre, hein, puisqu'on on s'est focalisé là-dessus. Des calculs de puissance énergétique nécessaires, donc principalement en chauffage, hein, et puis des calculs de consommation en réactifs et eau, et ce qui a permis de faire l'étude économique aussi. Il y a aussi quelques options qui ont été testées par simulation. Donc, c'était de remplacer, par exemple, la précipitation de la jarosite par de la précipitation d'hydroxyde de fer. On a pu voir qu'il y avait un intérêt économique. Et puis aussi de recycler la solution donc, appauvrie d'extraction par solvant pour la recirculer donc, à l'exhibition des déchets de production de charbon. Voilà. Et là aussi, on pouvait voir qu'il y a pu y avoir un avantage, bon, un peu moindre, mais malgré tout un avantage. Voilà. Euh, voilà, donc je vais passer celui-là et pour aller à la conclusion. Donc en conclusion, on peut dire, bon là, je vous ai montré à la fin, donc c'est cette plateforme USIMPACT donc de modélisation et de simulation hein, qui permet d'avoir une modélisation à la fois de la matière et des opérations unitaires. Alors cette modélisation de la matière est quand même importante parce qu'elle va dépendre en fait à la fois bah, des données que l'on a et puis du niveau de détail auquel on veut aller. Donc, si on veut aller très très loin en niveau de détail, ben, forcément, il va falloir beaucoup de données. Si on a peu de données, ben, on aura assez peu de détails. Voilà. Donc là, je donne quelques exemples de choix possibles. Est-ce qu'on travaille plutôt en ion, en électrolyte? Est-ce qu'on va travailler plutôt en espèces ou en éléments? Est-ce qu'on va plutôt travailler avec des pseudo-constituants? Donc, on était amené à le faire parfois pour regrouper plusieurs constituants, par exemple. Et puis là, on va pouvoir aussi utiliser différents niveaux de modèles d'opération unitaire. Je vous ai parlé tout à l'heure, hein, performance, dimensionnement ou optimisation fine. Alors là, c'est un exemple de description du modèle de phase. Hein. On va pouvoir décrire, par exemple, le solide en termes de taille de particules. Donc ça, c'est important pour la lixiviation, puisqu'on utilise des modèles à grains rétrécissants. Et donc, du coup, on va contrôler l'avancée de la lixiviation en regardant l'évolution de la distribution granulométrique. Donc, c'est quelque chose que l'on simule, bien sûr, cette réduction de la distribution granulométrique. Bien sûr, on va avoir la composition en termes de minéraux, puisque que ce soit les minéraux de départ ou alors comment dire, les précipités, hein, on va se retrouver avec différents minéraux. Et puis, bien sûr, la composition élémentaire que l'on peut suivre aussi. Et puis, pour les phases aqueuses, ben, on va suivre aussi les éléments qu'on peut avoir dedans. Bon, là, ça, c'est un exemple, donc, ben, c'est l'exemple de KCC. Donc, on parlait du consortium KCC. Donc, c'est une usine qui a été montée donc, de biolixiviation de pyrite cobaltifère. Donc, c'est pour ça que là, on a le cobalt. Voilà. Donc, ben, l'idée, c'est de donc, modéliser les opérations hydrométéorologiques. Ben, généralement, on a trop peu de données pour les modèles thermodynamiques complets. Donc, on va utiliser plutôt des théories simples, hein, nécessitant peu de paramètres, mais accessibles expérimentalement. On va plutôt décrire la matière en se limitant à ce qui est mesuré. Et on va donc simuler pour obtenir un bilan matière détaillé et complet hein, pour pouvoir ensuite prédire les performances, calculer les dimensionnements et faire les évaluations technico-économiques, environnementales de l'ensemble du procédé. Voilà. Et c'est encore plus vrai tout ça pour le recyclage.
Je vous remercie. Merci beaucoup Stéphane pour la présentation que j'ai trouvé vraiment très claire voilà, avec les différentes structures de modèles. Donc bah, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis je les lirai. Alors j'en avais une première moi pour commencer. J'ai bien aimé la structuration en niveau de modélisation. Alors maintenant, là, depuis quelques années, on entend beaucoup parler des jumeaux numériques qui, où en gros on nous dit qu'on va pouvoir suivre, finalement simuler en ligne le procédé qui est en train de se faire. Hein. Enfin, c'est souvent comme ça que c'est avancé. Je me demandais, donc là, ce que vous nous avez montré, c'est que là, on est plutôt sur de l'optimisation de procédés, voilà, du dimensionnement, des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez du passage du niveau 3 chez vous j'imagine que le jumeau numérique serait le niveau 4. Enfin, voilà, j'avais envie d'avoir votre avis sur ça. Oui, ou voire -1. Ah, ok, Oui, parce bah, que bon, ouais, voilà. Non, ce que j'appellerais -1, c'est un peu bah, c'est-à-dire quand on comprend rien, on met de l'intelligence artificielle. d'accord. Voilà. Ouais, C'est un peu ça, quoi. Donc, bah, ça permet pas de comprendre mieux, ouais, ouais. mais c'est une approche pragmatique qui peut être très intéressante dans certains cas. Par exemple, quand on fait du contrôle. Ça peut être intéressant parce que, bon, il y a des fois, quand on veut faire du contrôle avancé, des modèles tels qu'on a là, bah, ça ne marche pas forcément toujours très bien. Ça demande du temps de calcul, ça demande des temps de réaction. Et puis parfois, on se retrouve dans des conditions qu'on n'a pas forcément prédit. Et si on a suffisamment de données générées par l'usine elle-même, là encore, faut-il en avoir des données, Hmm, bah, on peut utiliser justement des outils comme des outils d'intelligence artificielle hein, qui vont permettre d'être entraînés et puis réagir à ce qui se fait. Bon. Avec d'accord. parfois Ouais. quelques hallucinations, comme tous les outils d'intelligence artificielle. Voilà. Je dirais que c'est complètement une autre approche, c'est-à-dire que nous, on a une approche donc vraiment hors ligne, hein, qui est, on fait soit de la conception d'usine, donc elle n'est pas encore là, donc on essaie Hmm, de faire la conception d'usine, et puis ensuite on peut faire aussi de l'optimisation, mais là l'idée c'est donc de collecter les données, de s'assurer que les données sont prises dans des bonnes conditions, etc. Donc, on est loin du temps réel, quoi. Donc, on ne va pas travailler dans le temps réel. On va hmm, regarder ces données-là, puis ensuite, on va essayer de trouver bah, les meilleures configurations pour améliorer le procédé. Voilà. Donc là, on est un peu dans le hors ligne. Après, je dirais que le jumeau numérique, donc, bon, c'est très à la mode, hein, bon, oui, oui, et on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Donc, hmm, c'est-à-dire que nous, parfois, on dit, bah, nous, bah oui, ce qu'on fait, c'est un peu un jumeau numérique. Bon, mais pour d'autres personnes, c'est plutôt tout ce qui va être lié justement à une utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà. hmm. Donc, Ok, merci. et qui va être plutôt en temps réel, qui va suivre en temps réel, qui va plutôt pouvoir être utilisé justement pour faire comment dire, de l'automatisation, voilà. Donc, il y a une question de Manuel pardon Manuel, j'arrive jamais à prononcer ce nom, Migir-Dikian. Donc, il remercie pour la présentation et il demande comment est simulée la brique extraction par solvant. Est-ce que tous les calculs sont à l'équilibre ou Usimpact peut-il calculer en transitoire? Donc, est-ce qu'il y a des cinétiques de réaction du coup? Voilà. Bon, alors notre modèle le plus avancé est basé sur une isotherme en fait d'extraction. Voilà, très simple, hein, donc du coup. Et alors, on peut, en jouant sur ces paramètres d'isotherme, on peut justement jouer sur le fait on n'a pas forcément atteint l'équilibre. Mais ça va être plutôt en jouant sur les paramètres de l'isotherme, si Et ça du répond. coup, ouais, et pour les autres étapes, par rapport au modèle, donc là on a vu, il peut y avoir un modèle à cœur rétrécissant, si j'ai bien retenu, et pour, par exemple, pour la précipitation, est-ce qu'il y a aussi des modèles cinétiques intégrés ou c'est... Voilà, ou- donc on a un modèle cinétique, bon, en gros, ce qui a été présenté précédemment hein, pour la précipitation. Alors, c'est des modèles très simples avec une cinétique de nucléation et puis une cinétique de croissance. On n'inclut pas l'agglomération, par exemple. On a quelque chose qui est très simple. Bon, au début, on avait développé ce modèle de précipitation pour les modèles de bioréacteurs, donc qui est à la fois de la lixiviation et de la précipitation en même temps. Donc, du coup, ce n'était pas forcément évident de pouvoir combiner les deux, enfin, surtout d'observer expérimentalement.
Et là, encore une fois, c'était plutôt sur justement la distribution granulométrique qu'on jouait, puisque on avait une distribution granulométrique qui était un peu différente pour les deux phases solides. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et peut-être les gens commencent à être un petit peu fatigués. Voilà, puis on a dépassé Euh, un peu le temps. oui, oui. Euh, Peut-être moi j'en aurais une dernière. Est-ce que vous, j'imagine que vous allez me répondre, oui, mais est-ce que vous nous recommanderiez, alors parce que nous typiquement dans les labos on va rarement jusqu'à évaluer une usine complète, mais est-ce que vous nous recommanderiez Usine Pack pour simuler une opération unitaire, bah, typiquement sur une réaction innovante, voilà pour, euh, Alors, pour ouais. oui, 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 bah ça peut, on peut le faire, hein. Parfois, on le fait quand même aussi, mais je dirais que tout l'intérêt, c'est quand même de simuler l'ensemble d'un circuit, parce que c'est là qu'il y a les choses. Quand on veut simuler une opération unitaire, bon, bah, soit on a un modèle déjà qui est bien fait, ou alors on veut aller très loin dans le détail, donc on va utiliser là des outils, bon, comme j'ai présenté avant, donc qu'on n'a pas dans les impacts, ce genre d'outils, hein, que ce soit de la CFD, de la NEM, on n'a pas ça. Des modèles thermodynamiques, ça se limite, comme je disais, à des isothermes, Hmm, des choses comme ça, mais ça s'arrête là. Et donc, du coup, si on veut aller plus loin, bon, forcément, il faut utiliser d'autres outils. Tout l'intérêt du Zimpact, c'est justement de voir toute la chaîne hmm, malgré tout. Mais quand on étudie, encore une fois, quand on étudie une opération unitaire, généralement, on veut savoir aussi ce que ça va donner dans une chaîne complète de traitement. Donc, c'est l'étape qui vient après, tout de suite, c'est de voir un peu, c'est-à-dire est-ce que c'est faisable techniquement d'intégrer ça dans une chaîne de traitement, et puis bah, qu'est-ce que ça va donner comme résultat en termes économiques, environnemental, enfin, sur tous les secteurs que l'on va regarder pour pouvoir se dire, bon, bah, est-ce que c'est intéressant ou pas? ok, très bien, ben, merci beaucoup. Ben, pas plus de questions, donc je pense on va en rester là pour aujourd'hui. Merci encore pour la présentation et Merci. merci bah, à tous De- nos de intervenants du partage. jour, hein. Je pense on a eu bah, c'est un peu ce dont on avait envie au début, mais je pense qu'on a vraiment eu une approche à la multi-échelle entre les modèles cinétiques. Euh, de dissolution, de précipitation, l'échelle CFD et les compartiments, et puis l'échelle de l'usine. Donc, merci encore à tous pour ces présentations. Merci. Jean-Charles, je sais pas Effectivement. si tu peux rajouter Oui, un oui, petit ben mot. écoute, voilà, merci beaucoup. Effectivement, on a parlé un peu de thermodynamique, donc je vois qu'il y a encore des choses à faire pour voilà, entrer ces modèles-là dans les simulateurs à tous les niveaux d'ailleurs, hein, que ce soit microscopique, macroscopique. Voilà, donc on continue à travailler dessus et on en reparlera certainement à d'autres occasions. Merci pour tout ça. Merci à tout le monde, tous les participants, Ouais, merci à tous. et à une prochaine Et occasion. ben, Voilà. jeudi Euh, prochain pour ceux qui s'intéressent. Donc, on va, je pense, rester un petit peu sur cette échelle de l'usine et de vraiment l'intérêt de faire les ACV des procédés. Voilà, donc on sera à cette échelle-là. Voilà, merci à tous à et bientôt. à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.